Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 6 avril 2025, épisode 247, toujours en direct de l'Indre, avec un week-end mais magnifique, j'espère que vous en avez profité aussi. Du moins en France. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cet épisode, Bruce Schneier alerte sur les enjeux structurels du Web 3.0 où la traçabilité et l'intégrité deviennent aussi critiques que la confidentialité. Pipey, un outil de carding ciblant l'API WooCommerce téléchargé 34 000 fois. Ce package Python, malveillant hébergé sur Pipey, exploitait l'API de WooCommerce pour valider massivement des cartes bancaires. Fastflux, une alerte conjointe des Five Eyes sur une tactique critique, la NSA, la CISA, le FBI et leurs partenaires australiens, canadiens et néo-zélandais publient une alerte technique sur l'usage croissant de la technique du fastflux. Ce mécanisme de rotation rapide des IP et serveurs DNS permet d'assurer la résilience des infrastructures C2, d'échapper au blocage et de renforcer l'anonymat des campagnes malveillantes. Et enfin, je vous parlerai du lancement de la keynote Litchi pour faire évoluer le podcast vers la vidéo. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Radio CSERT pour ne rien manquer. Bruce Schneier revient sur le principe fondateur que dans les systèmes numériques traditionnels, la sécurité repose sur 3 piliers. La confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, c'est les fameux CIA. Dans le contexte du Web 3.0, l'intégrité devient centrale. Ce n'est plus uniquement une question d'empêcher la modification non autorisée des données, mais de garantir leur précision, leur complétude, leur fiabilité, leur traçabilité tout au long de leur cycle de vie. L'article est passionnant. Avec le Web 1.0, la priorité c'était la disponibilité. C'était rendre l'information accessible en ligne. Avec le Web 2.0, on a un petit peu recentré sur la sécurité et sur un peu plus la confidentialité, notamment à cause de l'explosion des données personnelles. Mais le Web 3.0 introduit sur Internet, décentralisé et orienté données avec une présence croissante des intelligences intelligentes autonomes, ce qu'on appelle l'IA. Dans ce contexte, sans garantie d'intégrité, aucun système d'IA n'est fiable. Les communications M2M, par exemple, entre véhicules et objets connectés, dépendent d'une intégrité stricte. Même chose pour la coordination de drones, des réseaux de capteurs ou des agents décisionnels autonomes. Pour l'IA, l'intégrité est une condition de base. Les données d'entrée doivent être fiables, les traitements doivent être transparents, les résultats vérifiables et la correction humaine possible si nécessaire. Cette exigence s'étend à chaque niveau d'un système d'IA. Lors de son entraînement, des biais dans des datasets peuvent altérer les résultats. Pendant l'inférence, des modifications contextuelles peuvent invalider des modèles. En sortie, la difficulté à tracer les décisions ou les contenus générés ajoute une couche de complexité. Les effets s'additionnent avec des conséquences concrètes comme des décisions biaisées ou erronées. L'article de Bruce Schneier insiste sur l'importance d'une sécurité en profondeur, comparable à l'architecture d'une maison, fondation solide, murs résistants, fenêtres sécurisées. En cybersécurité, chaque couche du système, matériel, fichier, framework, interface, doit intégrer des mécanismes d'intégrité. De plus, dans l'IA, cela implique des vérifications cryptographiques sur les données d'entraînement, des structures de modèles robustes et des sorties interprétables. Je sais que l'article est un peu dense, il est condensé, mais c'est vraiment essentiel dans nos secteurs critiques, comme dans la santé, la finance ou la sécurité publique. Les risques liés à l'absence de contrôle d'intégrité sont élevés. Un modèle peut sembler fonctionnel tout en se basant sur des données altérées ou en produisant des décisions difficilement traçables. Ces dérives peuvent se propager à d'autres systèmes, amplifiant les erreurs. Je peux vous confirmer, je viens de passer 2 jours avec de l'IA à essayer de paramétrer différents logiciels en open source. Bon, j'ai lâché l'affaire, je suis revenu à l'ancienne. J'ai pris Google, mon ami, des tutos en bonne et due base, et on fait 10 tutos et on arrive au bon résultat. Parce que l'IA, c'est pas terrible. Au niveau intégrité, il y a encore un peu de boulot. Puis surtout la véracité, etc. Bon, ça rend dans tout. Je suis convaincu qu'il n'y a rien de plus facile que d'empoisonner une IA aujourd'hui, vu le peu de mécanismes de contrôle et de surveillance. Mais ça, c'est mon avis personnel. Bruce Schneier a l'air de le rejoindre, donc ça me rassure un petit peu. Et ce qu'on a pu voir, c'est que l'article, lors de son analyse, ce que j'ai surtout constaté, c'est que l'article va identifier 4 axes techniques clés pour l'intégrité. Le contrôle d'accès fin, une authentification renforcée à chaque étape, la traçabilité de l'usage des données et des standards ouverts pour garantir l'interopérabilité et la cohérence de l'accès aux données. Et dans certains protocoles du Web 3.0 se posent déjà les bases de cette confiance. Les identifiants décentralisés, les credentials vérifiables, solides pour la gestion décentralisée des données, ou encore WebAuthn pour l'authentification forte. Ce socle devrait permettre au système à base d'IA de s'exécuter dans un environnement sécurisé et traçable,
à l'image du HTTPS devenu indispensable pour le web transactionnel. Des standards similaires seront nécessaires pour garantir l'intégrité de l'IA en conclusion. C'est à lire, c'est pas très digeste. Je vous le cache pas, j'ai un peu ramé quand j'ai pris parce que l'article fait appel à d'autres références journalistiques, et puis on en arrive sur des refs. Mais intéressant parce que l'IA, on l'utilise énormément, tous les jours, mais on se rend compte que ouais, c'est quand même c'est à la petite semaine, quoi. Ça a la chance. Un package malveillant nommé Discretia, hébergé sur PyPy, a été téléchargé plus de 34 000 fois avant d'être retiré d'après Blipping Computer. Il s'agit d'un outil de carding explicitement décrit comme tel dans sa documentation. Il permet de valider des cartes bancaires volées via plusieurs passerelles de paiement dont CyberSource, utilisées pour les sites de WooCommerce. Ce script cible spécifiquement les boutiques en ligne WooCommerce légitimes. Il commence par récupérer des identifiants produits disponibles, ajoute des articles au panier, puis accède à la page de paiement pour en extraire deux éléments clés, le token CSRF et le capture contexte propre à CyberSource, nécessaire au traitement sécurisé des cartes. Plutôt que d'envoyer les données de carte directement au prestataire, le script les redirige vers un serveur de l'attaquant. Donc, le serveur était basé sur raygunmisica.com qui imite le comportement de CyberSource et retourne un token falsifié. Ce token est ensuite utilisé pour finaliser la commande sur la boutique ciblée, et si la transaction est acceptée, la carte est considérée comme valide, sinon le script passe à la suivante. L'opération est entièrement automatisée avec support du multithreading et de l'usage de proxy. Cette méthode d'émulation complète du parcours client depuis le panier jusqu'au paiement rend la détection extrêmement difficile pour les mécanismes antifraude. Le comportement du script se fond dans le trafic légitime sans déclencher d'alerte classique. Ce code malveillant a été intégré à partir de la version 7.36.9, probablement pour contourner les contrôles initiaux de sécurité plus stricts sur PyPy. Et enfin, plusieurs pistes sont évoquées pour limiter ce type d'abus, comme le blocage des commandes inférieures à 5 $, la détection d'échecs anormaux sur une même IP, ou encore l'intégration de CAPTCHA et de limiteurs de débit sur les endpoints critiques. Si vous utilisez WooCommerce, vérifiez vos packages Python. C'est juste extrêmement efficace comme fraude. Les gars peuvent commander vos produits, se faire livrer, ils vont utiliser des cartes entre guillemets bancaires volées, et ça marche tout seul, quoi. Alors pour ce dernier article, les agences de cybersécurité des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, les Five Eyes concrètement, ils alertent sur la persistance des infrastructures malveillantes en phase flux. Cette technique repose sur la rotation rapide des enregistrements DNS associés à un domaine, rendant son blocage via l'IP inefficace. Elle est utilisée pour cacher les serveurs de command and control, contourner les mécanismes de détection et maintenir la disponibilité des services malveillants comme les sites de phishing ou les forums criminels. On va distinguer deux variantes principales. Le single flux, où un nom de domaine est lié à une grande quantité d'adresses IP changeantes, ou le double flux, qui ajoute à cette rotation une modification fréquente des serveurs DNS eux-mêmes. En jouant sur les enregistrements NS ou CNEM, les deux méthodes s'appuient sur des botnets étendus qui servent de relais, compliquant toute action de démantèlement. Des groupes comme Hive, Nephilim ou Garmaredon ont intégré le fast-flux à leurs opérations pour échapper au blocage. Ce procédé est également promu par certains prestataires de bulletproof hosting qui l'intègrent directement dans leur offre pour échapper aux blocklists comme celle de Spamhaus. On peut parler de Proton66 si on prendrait des bulletproof hosters. Côté détection, plusieurs indicateurs sont exploitables. Une forte diversité d'IP pour un domaine donné, des valeurs TTL très basses, une incohérence géographique dans les résolutions DNS ou des rotations toutes les 3 à 5 minutes. Vous vous rendez compte des rotations sur vos noms de domaine tous les 3 à 5 minutes. Le trafic associé présente souvent un volume élevé de patterns anormaux et peut être corrélé à des campagnes de phishing. Les Five Eyes, à travers leurs agences, recommandent une approche multilayer. Cela inclut le blocage DNS et IP, le sync halling, l'analyse des logs DNS avec des seuils d'alerte adaptés et la participation active au réseau de partage d'indicateurs. Elles insistent aussi sur la vérification des capacités de détection de phase flux auprès des prestataires de protective DNS qui ne couvrent pas toujours ce secteur. C'est un peu vrai. De ce côté-là, quand vous faites du protective DNS, c'est pas quelque chose que vous allez vérifier. Et même dans la majorité des équipes, vous vérifiez combien de fois que votre serveur DNS se met à jour. Généralement, c'est vous qui faites des mises à jour, mais à voir quand on fait il faudrait peut-être que je demande à Stéphane Bortsmeyer. Enfin, il faut se rappeler que dans certaines infrastructures légitimes, comme les CDN,
ils peuvent présenter des comportements similaires, donc on va être sur du faux positif. Et il est vraiment essentiel de croiser les sources de détection pour éviter les faux positifs. J'ai fait une analyse beaucoup plus complète qui m'a pris un peu de temps. Elle est disponible sur LinkedIn. N'hésitez pas à la consulter. Et moi, je reviendrai vers vous quand j'aurai plus d'infos là-dessus. Parce que pour le moment, je vois pas comment on monitore ça de façon simple. Je vois bien des solutions, entre guillemets, haut de gamme, mais j'aimerais bien pouvoir proposer à des TPE ou à des PME comment gérer ce type potentiel de threat. Alors, je voudrais vous parler de la mise en place d'une cagnotte Litchi. J'ai vraiment beaucoup hésité avant de me lancer. J'ai posé pas mal de questions autour de moi parce que ça fait plus de 240 épisodes que Radio Cessort existe et c'est un rendez-vous quotidien de l'actualité cyber. C'est un podcast qui est à 100% indépendant. Il n'y a pas de pub et c'est produit avec passion et engagement. Et mon objectif était très clair, c'est d'informer, d'alerter, de déchiffrer les menaces qui nous concernent tous. Alors pourquoi une cagnotte? Parce que c'est la question qu'on pourrait se poser, quoi. Alors, aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour franchir une nouvelle étape. Passer de Radio Cessort du format audio au format vidéo pour toucher vraiment un public plus large. Vous allez me dire, oh, il est gentil, le mec, il est sympa, mais nous, ça nous fait gagner quoi c'est gagner un petit peu aussi en visibilité sur YouTube. Je suis arrivé à 500 abonnés, j'en reviens toujours pas. J'en ai 500, alors qu'il y a encore un mois et demi, j'en avais 300. Et professionnaliser encore davantage la production. C'est surtout sur ce point-là que j'ai besoin de vous. Aujourd'hui, pour faire le podcast audio, je me suis équipé. J'ai 2 studios. Vu que je suis tout le temps en vadrouille entre 2 maisons, j'ai 2 studios complets équipés avec du matériel professionnel. Donc ça a un certain coût, mais ça c'était mon sujet, c'était ma passion, j'ai décidé de le faire. Mais c'est ce qui me permet tous les jours d'enregistrer sans que ça me prenne, sans que ça soit un sacerdoce, quoi. Ça. Et quand on fait de la vidéo, il y a beaucoup d'avantages. Il y a des meilleurs référencements sur les plateformes, donc ça, ouais, pourquoi pas. Mais vu que je ne monétise rien, c'est pas trop là-dessus que je visais. C'était plutôt pour avoir une diffusion beaucoup plus engageante sur les contenus techniques. Là, par exemple, si je prends l'article de la CISA que je viens de vous faire, avec son alerte, c'est sympa de le dire, mais j'ai les schémas techniques. Et le fait de pouvoir m'appuyer sur des schémas techniques, que vous puissiez voir où il y a le focus par rapport à ce que c'est qu'un flux simple ou un double flux, par rapport à ce type d'acteurs quand ils font les changements des DNS, quand on entend juste la voix, c'est très sympa, il faut déjà avoir un niveau. Alors que quand on met un schéma, je suis désolé, mais un schéma, une vidéo, bah, on gagne 10 fois plus de temps et c'est beaucoup plus parlant sur certains types de contenus qui vous intéressent. Il y a aussi alors l'opportunité d'attirer des sponsors, des institutions, des décideurs. Alors je l'ai mis sur le principe, mais c'est pas du tout mon leitmotiv au départ. Pour moi, c'est vraiment la possibilité de montrer visuellement tout ce qui est indicateur technique, les schémas, les preuves, les attaques entre guillemets en direct. On peut refaire par exemple sur un POC, dire expliquer voilà comment marche une faille Ivanti, ça sera un exemple, ou avoir une animation. Alors, l'objectif de la cagnotte, il me semble hyper élevé. Je vous cache pas que quand j'ai fait l'addition, je me suis dit, waouh, je vais me faire comment dirais-je J'étais très très mal à l'aise. Mais c'est la réalité pour monter une plateforme vidéo de production. Je parle pas de mettre une caméra, 2 projecteurs et un LED et un fond d'écran derrière. Ouais, bon ça, je veux dire ça, je peux le faire. Mais c'est pas du tout ça quand on veut le faire. Quand j'ai fait le premier live, le seul et unique live que j'ai fait, j'ai constaté une chose. Ça se prépare, ça se monte, et tout ça, quand on le fait en mode arrache, c'est rigolo la première fois. Mais je pourrais pas faire ça tous les jours, ni même toutes les semaines. Donc je me suis renseigné, j'ai été voir beaucoup de personnes qui font ça de façon professionnelle, et je suis arrivé à un objectif de cagnotte de 5 000 euros. C'est énorme, moi j'ai trouvé ça énorme. Et je me suis dit, ok, je veux bien le faire, mais est-ce que vraiment ça va être utile? C'est pour ça que j'ai fait appel à la communauté. Je me suis dit, si c'est utile, bah, vous m'aiderez. Et même si, et c'était surtout de voir si vous étiez, je dirais, aussi motivé et engagé que moi sur ce genre de. Ouais, c'est un délire, faut pas le cacher quand même. Je me dis, bon, on le fait. Il y a pas, c'est pas un objectif professionnel, il n'y a pas d'argent à se faire, c'est juste le fait de partager. On verra bien. Pour le moment, je suis hyper étonné. J'ai vu qu'il y en avait qui vous étiez déjà une dizaine à avoir participé. Ce qui compte, c'est pas le montant de la somme, c'est juste de participer. Même si vous mettez 1 euro, c'est pas grave, mais ça veut dire au moins que vous y croyez et que vous êtes derrière, quoi. C'est ça qui m'a intéressé, quoi. Mais quand je prends le cas, par exemple, d'une caméra 4K professionnelle, on parle juste de la caméra, hein. Il y en a déjà pour 900 balles, hein. Le trépied, les stabilisateurs, pour trouver ce qui fonctionne vraiment parce que le but du jeu, c'est de mettre une caméra principale et puis mettre deux webcams avec des trépieds, etc. Il y en a pour 250 euros. Les kits lumière, alors j'ai vraiment j'ai regardé du premier prix, c'est 400 euros tout ce qui est en premier prix,
Mais il faut voir que réellement, on va être plus proche des 600-700 euros. Mais ça, je vais rajouter beaucoup de choses de ma poche aussi à côté. Il y a du micro-cravate, parce que c'est sympa. En podcast, j'ai un micro en face de mon visage. Mais sur de la vidéo, non, il faut voir la personne, sinon ça sert à rien. Puis il n'y a pas que voir papy, quoi. C'est aussi voir le côté pratique quand vous êtes avec le clavier, etc. Les logiciels de montage. Alors, les logiciels de montage, je sais ce que certains d'entre vous vont dire, tu utilises l'IA, ça se fait tout seul. Non, non, ça, c'est pas vrai, ça c'est du mytholand. C'est-à-dire que les logiciels de montage et d'animation, il y en a pour au minima 800 euros au démarrage, et on arrive à la fin de l'année à plus de 3000 euros, hein, quand on regarde bien. Quand on commence à dire, on va prendre des suites Adobe, on va prendre des... Est-ce que je vais être sur Mac, est-ce que je vais être sur PC? Ça va être aussi un des choix que je vais devoir prendre. J'ai l'écran de retour. Le prompteur, j'hésite. Parce que jusqu'à maintenant, j'utilise pas de prompteur. Je dirais, je fais ma revue de presse, je la lis, je la prends, et puis après, c'est parti. Je garde juste en bullet point les points que je dois pas oublier. Et la preuve, hier, j'ai oublié l'article sur Linux. Mais j'hésite encore pour le prompteur. Parce que pareil, le prompteur, vous en prenez un chez Elgato, ça vaut 300 balles, mais vous ne voyez rien là-dedans. Vous prenez un prompteur comme des émissions comme Le Quotidien, c'est 2500 balles à lui tout seul. Je vais pas mettre 2500 balles dans un prompteur. Je pense que j'ai encore un peu de jus de cerveau, je vais faire fonctionner la mémoire. Alors, j'ai mis aussi en décor et fond de studio 350 euros, c'est pour vous dire à quel point j'ai vraiment hésité. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Bon, j'ai pas mal de goodies de Star Wars, je vous cache pas que on fait de la cyber, mais je vais pas être complètement sérieux, donc on verra. Ça, c'est ce que j'appelle les petites lampes en plus. Ça serait des lampes Philips Hue. C'est un système qui est interconnecté et qui permet d'avoir ce qu'on appelle les contre-éclairages. C'est-à-dire que en frontal, vous allez vous prendre, je dirais, les spots dans la figure. Il n'y a pas dans la tronche, il n'y a pas d'autre terme. Mais en arrière-plan, il faut mettre des lumières pour que ça passe bien. Et puis, il y a tout ce qui est stockage, station de travail type SSD, etc. Il y en a pour 700 balles. Donc là, c'est clair, tout ce qui est montage vidéo, ça demande de la capacité en disque dur. Aujourd'hui, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et puis, il y a aussi les frais de Litchi. Parce que Litchi vous prend des frais et il y a une marge qui a été mise à 8%. C'est eux qui m'ont proposé ça. Donc, ça serait 300 euros de frais. C'est des frais bancaires, quoi. Non, c'est plus cher que les frais bancaires parce qu'à la banque, on vous prend pas autant, quoi. Donc, c'est surprenant. Donc, au total, ça fait quand même 5000 boules. C'est énorme. Franchement, je suis hyper impressionné de voir qu'il y a déjà des gens qui participent. Ça fait chaud au cœur. Franchement, ça me touche sincèrement. Alors, la question qu'on doit se poser quand même, c'est pourquoi on va participer? Alors, là, je vais pas vendre quelque chose. Je vais juste vous partager pourquoi je pense que c'est sympa de participer. On est libre, on n'a pas de pub et on n'a aucune influence. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour me dire ça, tu n'en parles pas. Évidemment, je vais pas prendre position de façon outrancière ou déplacée. Ça n'a absolument aucun objectif, mais c'est plutôt le côté. S'il y a un produit a une vulnérabilité, on va le dire. S'il y a une fuite de données qu'elle est avérée, qu'elle est confirmée, on va le dire. Personne ne peut me dire ça, tu n'en parles surtout pas. Le but aussi, c'est de garder un format technique, mais un peu accessible, mais fait par, entre guillemets, toujours avec le même professionnalisme. C'est-à-dire qu'en un mot, c'est être capable de dire cette solution, elle est efficiente, celle-ci, elle l'est un peu moins, et voilà pourquoi ce qu'il faut mettre en place pour que ça le devienne. Et puis, depuis le départ, je vous ai prouvé une chose, c'est un engagement qui a lieu 7 jours sur 7. Et c'est toujours pour vous apporter des infos vérifiées avec les sources. Pas une seule fois, j'ai donné une info sur Radio Cessort où il n'y avait pas une source pour conforter ce que je disais. Je peux me tromper quand je fais ma revue de presse, je suis comme vous, hein, je fais une analyse, je fais une synthèse, puis parfois on se trompe, hein, c'est normal, on est humain. Mais vous avez la possibilité à n'importe quel moment de prendre la source et de me dire, là tu t'es trompé. C'est le cas, hein, j'ai quelques auditeurs qui sont aussi des amis dans la vie professionnelle, et qui me disent là, Marc, t'es passé à côté de la plaque, quoi, t'as un truc, quoi. Et je corrige après si je vois que j'ai trop de trucs. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une chaîne vidéo experte. Elle sera diffusée sur 3 plateformes à minima. Alors, bien entendu, il y aura YouTube, il y aura LinkedIn, parce que j'y tiens énormément, et je vais faire aussi du Twitch. Ouais, je sais, ça fait très Jones. Quand j'ai regardé ça, mes enfants, ils m'ont regardé, papa, t'as plus l'âge. Et c'est vrai que j'ai été faire un tour sur Twitch, et c'est un peu décalé quand même, hein. Alors, je suis désolé, je ne fais pas d'ACMR, je ne me filme pas en train de dormir. C'est lunaire. Quand vous allez sur Twitch, c'est un grand moment de solitude quand vous avez dépassé la cinquantaine. Vous sentez... vous prenez un coup de vieux. Mais grave, le coup de vieux. Bon, ça, c'était le côté un peu fun. Il y a aussi le côté pourquoi je fais de la vidéo, parce que je veux que les contenus soient beaucoup plus visuels et beaucoup plus pédagogiques, mais pour tous les niveaux. Il y a des fois, quand je vous donne un article, je suis hyper frustré de ne pas pouvoir vous montrer, quand on parle d'une élévation de privilèges,
Et quand on le dit, on le fait en 3 clics et on est administrateur sur un WordPress, bah, ça fait sourire. On dit, ouais, bon, ok, le mec, il le fait. Mais quand vous avez la démo en frontal, le but n'est pas d'expliquer comment hacker un système. Ça n'a aucun intérêt, puis c'est pas ça le but du jeu. Le but, c'est plutôt de montrer un POC est sorti, vous l'utilisez, on prend une machine de test, je prends une VM, on montre comment on peut, déjà, se faire comprendre, mais surtout comment on peut se protéger, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Parce que c'est ça que je veux partager avec vous. Dire qu'un POC fonctionne et qu'on va poncer un WordPress ou un Active Directory, bon bah, vous avez plein de cyber-influenceurs pour ça, ils vous diront comment faire. Moi, le but que je voudrais, c'est utiliser mon expérience pour vous dire, ok, on va devoir se faire, à un moment, vous allez vous faire compromettre. C'est juste de mettre un niveau de difficulté suffisamment élevé pour que l'attaquant passe au voisin. C'est ça le but du jeu de la cybersécurité. Donc, vous voyez, c'est de la passion, c'est de l'engagement. Alors, il faut savoir que pour tous vos dons, putain, j'ai l'impression de faire de la pub, mais grave, quoi. Qu'ils soient petits ou grands, pour moi, c'est juste, ça me touche au niveau du moral. Parce que même si vous donnez 5 €, c'est un signal qui est hyper fort pour continuer cette aventure. Ça prouve que je ne suis pas à côté, qu'il y a une cible, que je ne suis pas à côté, que vous attendez quelque chose aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on partage, quand on l'échange, c'est qu'il y a aussi une attente. Et aujourd'hui, les attentes que j'ai sont hyper positives sur le podcast, mais je trouve ça très très court, entre les 5 et les 10-15 minutes d'un épisode. Celui-là, il va être plus long, par exemple. Mais j'aimerais beaucoup qu'on puisse rentrer dans aussi le fait de pouvoir inviter. Quand on a fait l'épisode de l'EPSS avec Olivier Calef et Wilfried Pasco, vous avez raté des moments d'anthologie si vous auriez eu juste la vidéo de l'enregistrement du podcast. On s'est vraiment éclaté, quoi. En plus, c'était fait au Cybercampus. On a passé un très bon moment et on a beaucoup échangé entre les prises, etc. Et ça aurait donné un côté encore beaucoup plus humain et beaucoup plus sympa par rapport juste à de la voix. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, en tout cas, moi, je tenais à vous remercier encore pour votre soutien, pour toutes vos écoutes. C'est juste lunaire. On a dépassé les 100 000 écoutes. Là, on doit être à 110 000 à ce que j'ai vu hier. J'ai regardé. C'est du délire. C'est juste du délire. J'ai du mal à me rendre compte que j'ai l'équivalent. J'ai plus qu'un Stade de France qui écoute ce truc, quoi. Je me dis, mais vous êtes des fous furieux, quoi. Moi, j'adore, hein, personnellement, mais mon ego est hyper satisfait. Mais c'est très surprenant quand vous arrivez, vous croisez des gens. Aujourd'hui, quand je vais dans des événements, des expos et même à l'étranger, bah, les francophones viennent me voir et disent on écoute ton podcast et ça nous permet de faire de la veille. Et j'échange énormément avec eux pour savoir est-ce qu'il y a le bon niveau à avoir. Alors, aujourd'hui, dans la communauté de la réponse incident, tous ils me disent surtout tu ne vulgarises pas, tu fais pas un truc à la Madame Michu. Mais je trouve dommage parce que quand je fais écouter à certaines autres personnes, bah, ils ont un peu de mal. Ils me disent Marc, c'est un peu rude au départ. Donc, je suis en train de voir comment trouver le bon équilibre. Mais ça, ce sont vos retours. C'est pour ça qu'il y a un numéro de téléphone. Il ne faut pas hésiter à laisser des messages. C'est fait pour. Voilà, j'étais suffisamment long. J'ai trop parlé de moi. En tout cas, je tenais énormément à vous remercier. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 6 avril 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. En plus, j'ai trop longtemps parlé de moi, c'est pas bon ça. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur. C'est fait pour au 07 68 72 20 09. 07 68 72 20 09. En plus, c'est gratuit, quoi, n'hésitez pas. Quoi, c'est gratuit, vous appelez une ligne free, quoi. Donc, si vous avez payé pour appeler free, bah, vous avez payé. Hein. Surtout pour nos cousins québécois et nos amis suisses ou belges. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à radiocesseur@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout... On ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode, ça sera lundi. J'ai pris ma journée de congé, ouais, grosse flemme. Il faisait tellement beau ce week-end. Et ouais, j'ai posé, quoi, j'ai fait, non, j'ai pas envie. Je vais flammarder, je vais grave lazarder au soleil. Prenez soin de vous. Beaucoup de courage pour ceux qui bossent. Bah, au revoir. Hein.